Quelle chaleur! Il n'est que 9 h du matin et le sol me brûle déjà les pattes. Je vis au pied de l'Atlas, au Maroc, une région très menacée par le réchauffement climatique. Depuis 2 millions d'années, je vis autour de la Méditerranée. Je suis une tortue grecque, d'après le nom du motif qui orne le bas de ma carapace. Mes grecs à moi sont presque illisibles. Ma carapace est déshydratée par la chaleur et la sécheresse. Ma survie devient de plus en plus difficile. 28 degrés, c'est la température idéale pour moi. Au-dessus de 32 degrés, je commence à me sentir mal. En mai, nous, les femelles, nous circulons encore, jusqu'à la ponte de nos œufs. Les mâles, eux, estivent à l'ombre depuis des semaines. J'ai faim. L'augmentation de la température et de la sécheresse empêche les plantes dont je me nourris de pousser. Ce qu'il en reste est brouté par les chèvres et les moutons. Après ce maigre repas, j'ai besoin d'ombre pour faire la sieste. Mais ici, les arbres sont devenus encore plus rares que l'herbe. Ça, ce sont des rétames. Mais leur ombre n'est pas assez épaisse pour me protéger du soleil pendant les heures chaudes. Je n'ai pas envie de mourir d'un coup de chaleur, comme celle-là. Sauvé! Voilà des jujubiers, l'idéal du confort pour une tortue. 1,25 m de haut, c'est le minimum dont j'ai besoin. Plus le jujubier est haut, plus son ombre est épaisse, plus il est confortable. Ces merveilleuses épines sont si piquantes que même les chèvres n'osent pas s'y attaquer. Du coup, l'herbe arrive à pousser dessous. Moi, grâce à ma carapace, les épines ne me gênent pas. Je m'enfouis dans l'herbe, bien à l'ombre, jusqu'à ce soir. Au secours! Mes jujubiers déménagent! Ils finissent transformés en clôture. Le jujubier est menacé de disparition. Moi aussi. Les scientifiques affirment que pour me sauver, moi, la tortue du Maroc, il faut d'abord sauver le jujubier. D'accord, il faudrait que les hommes coupent moins de jujubier. Mais il faudrait aussi qu'ils renoncent à me ramasser dans la nature. Sur la place Djemma El Fna, à Marrakech, on trouve de tout. Y compris des tortues. Au Maroc, les familles adorent avoir une tortue à la maison. Mais je ne devrais pas me trouver là. Moi, la tortue grecque sauvage, je suis une espèce menacée, donc protégée. Depuis que le climat se réchauffe, j'ai de plus en plus de mal à survivre. Ici, près d'Essaouira, au sud-ouest du Maroc, je vis au milieu des vergers d'arganiers. Avec les fruits, les femmes font l'huile d'argan, très recherchée. Nous, les tortues, nous cherchons notre nourriture au bord des mares. Ce creux, tapissé d'une pâle ombre verte, est tout ce qu'il reste d'une mare. Il y a 10 ans, la pluie la remplissait en novembre-décembre, et elle restait en eau jusqu'au mois de mai. Nous sommes en mai, et elle est à sec depuis le mois de mars. Je n'ai plus rien à boire et seulement quelques petites plantes clairsemées pour me nourrir. J'ai quand même trouvé un petit paradis. Le terrain de golf d'Essaouira. 84 jardiniers entretiennent 580 hectares de belle herbe bien arrosée. Résultat, ma carapace est brillante, bien hydratée. Les dessins de grec y sont bien lisibles. La forêt originelle de rétame et de jujubier alterne avec les grines. Et pas de chèvres pour tout ravager. J'ai du soleil, de l'herbe, de l'eau et de l'ombre. Un vrai bonheur pour une tortue. En plus, on a une belle vue sur la mer.
L'Oued d'à côté est le territoire de l'émide lépreuse, très mal nommée car elle n'est absolument pas lépreuse. Son avenir est menacé par l'assèchement des points d'eau. Une chaleur raisonnable, un peu d'eau, ça pourrait être le paradis pour les tortues, presque partout sur Terre. Mais ça devient très difficile à trouver. « 3000 kilomètres au sud du Maroc, le Sénégal. Il y a quelques millions d'années, pour échapper au refroidissement du climat au Moyen-Orient, j'ai traversé l'Afrique jusqu'ici, où il faisait plus chaud. À présent, je devrais rebrousser chemin, car c'est la chaleur et la sécheresse qui me menacent désormais ici, au Sahel. Le village des tortues de No-Fly a été créé pour me sauver. Je suis la sulcata, la tortue sillonnée, la plus grande tortue d'Afrique, et même la plus grande tortue terrestre de tous les continents. Ma carapace peut mesurer 80 cm de long. Les mâles pèsent parfois plus de 90 kg. Dans les savanes sénégalaises où je vis, il arrive qu'il ne pleuve pas pendant des années. La situation s'est nettement aggravée à partir de 1971. No-Fly est notre refuge. Ici, on nous cajole. Les repas sont servis à heure fixe. Ce matin, c'est fan d'arachide. Nos enclos sont si confortables que le Dickname est venu y faire son nid. Ce n'est pas un voisin très agréable, mais nous l'acceptons sans faire d'histoire. Le village est installé dans une réserve botanique qui préserve un morceau de la forêt sénégalaise telle qu'elle était autrefois. Les oiseaux sont nombreux par ici. Jim, 80 ans, est un rescapé de la captivité. Il a la carapace aplatie et creusée par les touristes que son propriétaire faisait monter sur son dos. Mao, 105 ans, est notre doyen. Il est resté attaché de longues décennies par une chaîne dont le point d'attache perçait sa carapace. Il a le privilège de pouvoir aller et venir en liberté. Il adore faire la conversation à ses amis de l'enclos des adultes. Bill, lui, n'a pas souffert. Cadeau du Jardin des Plantes de Paris, c'est le plus gros mâle du village. 90 ans, 93 kilos. Il partage son enclos avec la charmante Monica, 60 ans, 60 kilos. Tous deux continuent à se reproduire avec succès. Car la raison de notre présence ici, c'est de perpétuer l'espèce. En octobre, chaque soir, à partir de 17h, tout le monde se consacre avec beaucoup d'enthousiasme à sa mission. Ça commence en général par une belle bagarre entre les mâles pour savoir qui aura accès à la femelle de son choix. Et le vainqueur gagne une épreuve d'endurance qui peut durer 2 heures. Une mère tortue pond entre décembre et janvier une vingtaine d'œufs qu'elle enfouit sous le sable. En avril, après 60 jours d'incubation, des petits bijoux de quelques grammes émergent du sol.
Notre stratégie de survie à nous, les sulcatas, c'est de pondre beaucoup d'œufs. De cette façon, les milans, les serpents et les varans ne peuvent pas croquer tous les bébés. Il en reste assez pour perpétuer l'espèce. Alerte au milan! Il va rester sur sa faim. Dès leur naissance, les bébés sont mis à l'abri dans la nurserie, protégés par du grillage. Lamine Diagne, le responsable de l'association de protection des sulcatas, dépose les nouveau-nés dans de petits enclos spéciaux. Ils y grandissent séparés de leurs aînés afin que les gros n'écrasent pas les petits. Malgré leur appétit, les jeunes n'atteindront leur taille d'adulte qu'à 22 ans. À 15 ans, ils pèsent déjà 8 kilos. Ils sont en âge de se reproduire et trop gros pour que les prédateurs les attaquent. Ils sont prêts à être relâchés dans la nature, dans le cadre d'un programme de réintroduction. À 15 ans, ils ont acquis un comportement inné de la tortue sulcata, le forage de terrier. Enfin, voici mon milieu naturel, le Ferlo, une vaste zone de savane au nord-ouest du Sénégal. Un territoire que je partage avec les Peuls, une population de bergers nomades. Ici, la pluie ne tombe que quelques jours par an. Et les troupeaux des Peuls, de plus en plus pléthoriques, aggravent les conséquences de la sécheresse. Après le passage des troupeaux, il ne reste plus rien à manger ni à boire pour une tortue. Le surpâturage est responsable de notre quasi-disparition à l'état naturel. S'approcher d'un village, c'est courir un risque encore plus rapidement mortel. Celui d'être ramassé et mangé. Derrière ce grillage se trouve la réserve de faune du Ferlo Nord. 600 hectares de paradis pour tortues. Ma congénère voudrait bien y entrer. Là-bas, plus de zébus, seulement l'oryx, une superbe antilope saharienne, et plus d'herbe qu'une tortue ne peut en manger. Moi, j'ai de la chance. J'arrive directement en voiture du village des tortues de Noflaye. Je viens d'avoir 15 ans et Lamine Diagne, le responsable, m'a choisi pour être relâché dans la réserve. On va le libérer. Voilà. Et Adeline vérifie bien les numéros. Je t'amène une tortue. Merci. Donc, le plus beau cadeau pour faire Avec une tortue, Lamine, c'est de libérer. une jeune scientifique, Anneline Grenouillou et Abouba, le guide Peul. Je vais découvrir la liberté. C'est le plus beau des cadeaux pour une tortue. L'instant est solennel. Beau cadeau, hein. À l'arrière de ma carapace, ils ont fixé un petit émetteur qui leur permettra de suivre mes mouvements pendant plus d'1 an. Et maintenant, à nous deux la savane!
Je savoure enfin le vrai goût de l'herbe sauvage. À présent, il me faut un terrier pour la nuit. Nous, les sulcatas, nous sommes capables de forer des tunnels de plus de 5 mètres de longueur. Ce sont nos climatiseurs naturels, très efficaces contre le réchauffement du climat. Et en les creusant, nous contribuons à l'équilibre écologique. Toute une faune vient s'y réfugier avec nous, pour profiter de la fraîcheur le jour et d'une température plus douce la nuit. De la vipère heurtante au chacal, en passant par le caracal et les pintades. Ce tunnel est déjà occupé par plusieurs congénères, mais il est vaste. Poussez-vous, j'arrive. Le lendemain, je me hâte avec lenteur à la découverte de mon nouveau territoire. « 10 heures. Le soleil tape dur. Je vais aller me rafraîchir un peu. Le gardien de la mare est un python de 6 mètres de long. Les serpents et nous vivons en bon voisinage. Une tortue de ma taille, ça ferait un trop gros morceau à avaler. Le python guette les oiseaux. J'ai soif. J'ai beau être une tortue terrestre, j'adore barboter. Toutes les élégantes vous le diront, la boue, c'est excellent pour le teint. Elle hydrate ma carapace et la tient au frais. Mes congénères se dépêchent de profiter de la baignade. Nous sommes au début du mois d'octobre. Fin novembre, cette mare sera à sec. Il faudra attendre la prochaine pluie, au mois de juillet, 8 mois plus tard, pour qu'elle se remplisse à nouveau. À présent, je vais me mettre au frais dans mon trou jusqu'à ce soir. Anneline et Abou ne perdent pas ma trace. Pour nous, les tortues, survivre au Sahel est un combat de tous les instants, mené avec l'aide des hommes qui nous protègent. En Europe, pour le moment, il fait moins chaud qu'au Sénégal, mais tout est relatif. La chaleur et la sécheresse se sont aggravées progressivement dans le sud de la France, où je vis, moi, la tortue d'Hermann. Il est vrai que le soleil et la chaleur me sont indispensables. Je commence toujours ma journée en m'ensoleillant. Je suis un animal dit à sang froid. J'ai besoin de me réchauffer pour démarrer ma journée. Bien, me voilà pleine de soleil et d'énergie. Allons perpétuer l'espèce. C'est le printemps. Chez nous, les tortues d'Hermann, les mâles sont plus petits que les femelles. Et leurs arguments de séduction plutôt agressifs. Celui-là me fait la cour avec la délicatesse d'un char d'assaut. Il me harcèle à coups de carapace, me mord les pattes. Aïe! Il a le bec coupant. Et il a de la suite dans les idées.
Le village des tortues de Gonfaron, dans le Var, est mon havre de paix à moi, la tortue d'Hermann. On y répare les tortues accidentées. En avril-mai, pendant la saison de reproduction, les mâles circulent beaucoup. Ils prennent des risques. Les voitures et les débroussailleuses font des dégâts. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Je vous ramène une tortue. Ah, très bien, suivez-moi, on va se mettre à la clinique. Ce jour-là, Nicolas Jardet, responsable animalier, reçoit l'une de nous, blessée par une débroussailleuse. Vous êtes venu immédiatement? Oui. Très bien, super. Je sais pas si c'est grave. Oui alors, effectivement, elle a pris un coup de lame de débroussailleuse. Le poumon ne semble pas avoir été touché, donc on pourra la sauver. Voilà. Chez toutes les tortues, la colonne vertébrale fait partie de la carapace. Si la lame l'avait touchée plus haut, elle aurait été tuée sur le coup. Nicolas nettoie la plaie et pose une compresse de fibre de verre qu'il recouvre d'une couche de résine. En durcissant, celle-ci remplace provisoirement le morceau de carapace manquante qui va se reconstituer en quelques mois. Depuis près d'1 an, Stéphane Gagnon, le chef animalier, soigne la victime d'un chien qui a dévoré ses 2 pattes gauches. Il a inventé pour elle une prothèse. Tu veux marcher? Ce jour-là, il pose pour la première fois sa protégée sur le sol. Elle marche. Stéphane en pleure d'émotion. Les semaines passent dans la garrigue et un soir de juin, vers 17h, je sens que le moment est venu. Je m'installe pour gratter et creuser le sol. Deux heures plus tard, je ponds mon premier œuf. Je suis épuisée. Dix minutes plus tard, je trouve l'énergie d'en pondre un deuxième. Le dernier arrive vers 20h, 1 heure après. Ouf! Je n'ai plus qu'à enterrer les 3 pour les protéger des prédateurs et des intempéries. Depuis la nuit des temps, la Terre a changé de climat à de multiples reprises. Les dinosaures ne sont plus là pour le dire, mais nous pouvons en témoigner. Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, France de Lapparent de Brouin se penche sur notre longue histoire. Les tortues sont plus jeunes que les dinosaures. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Les dinosaures sont apparus vers environ 230 millions d'années, à peu près, et les tortues vers 215 millions d'années. Donc il n'y a pas une très grosse différence à l'échelle du temps, mais elle existe quand même. Les tortues ont survécu, donc elles sont là depuis 215 millions d'années, tandis que les dinosaures n'ont existé qu'entre 230 et 65 millions d'années. Mais les dinosaures existent toujours par les oiseaux. Donc finalement, les dinosaures ont la palme. La palme, c'est vite dit. Il y a 43 millions d'années, je vivais à Paris. Quand ça s'est refroidi, j'ai marché vers le sud. Les dinosaures ont dû s'envoler pour survivre. Moi, je marche. Rien ne sert de courir. Les tortues sont apparues dans une période chaude, à la période mésozoïque, l'ère mésozoïque ou secondaire, qui était une période chaude, à peu près chaude partout sur Terre, quoique un peu plus chaude vers les équateurs. Mais par la suite, les tortues ont pu très bien, dès les périodes chaudes, avoir des endroits où il faisait plus sec ou moins sec. Donc apprendre à estiver, c'est-à-dire à se mettre, par exemple, dans la boue, pour attendre qu'il fasse moins chaud. Et puis par la suite, le climat s'étant refroidi dans la partie plutôt nordique de la Terre, les tortues ont dû apprendre à supporter la froidure. Donc à ce moment-là, elles ont appris l'hibernation.
en adaptant leur physiologie, c'est-à-dire leur température interne, la production de sel, etc. Tous les facteurs qui permettent de vivre au ralenti dans l'eau ou dans la terre. Donc on peut effectivement estimer que l'estivation a dû précéder l'hibernation. La tortue d'Hermann est connue depuis 1 200 000 ans, c'est-à-dire après la plus grosse phase du Quaternaire. Mais elle descend d'une espèce qui existait avant les glaciations, par exemple à Perpignan, en même temps que cette grosse tortue qui est là. Dans le monde entier, les très grosses tortues ont disparu, sauf quelques-unes sur les îles Galapagos et dans les îles d'Aldabra et aux Seychelles. C'est le refroidissement global de la planète il y a 2,5 millions d'années qui serait à l'origine de la disparition des très grosses tortues. La tortue géante d'Aldabra est l'une des survivantes. Sa carapace mesure plus d'1 mètre et son poids dépasse 250 kilos. Elle vit paisiblement une bonne centaine d'années à Aldabra, dans l'archipel des Seychelles. Son plus gros souci est de se procurer des mangues fraîches. Aldabra est peut-être le dernier vestige de notre jardin d'Éden à nous, les tortues terrestres, celui de l'ère mésozoïque qu'on appelle aussi l'ère des reptiles, pendant lequel nous sommes apparus. Il faisait chaud et humide partout, c'était le bon temps. La tortue géante de Madagascar a eu moins de chance que sa voisine d'Aldabra. Il ne reste plus d'elle que des carapaces, comme celle-ci, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle a disparu de Madagascar il y a moins de 1000 ans. Le biologiste Daniel Ramampirk de l'université de Tuléar surveille l'extraction d'une carapace. Elle est apparue lors du creusement d'une plantation de spiruline, une algue utilisée en médecine. Notre carapace, nous les tortues, nous l'avions déjà lors de notre apparition sur Terre il y a 215 millions d'années. Il n'y a jamais eu de tortue sans carapace. Donc on observe bien les traces des écailles. Cette tortue géante serait apparue en Afrique il y a 38 millions d'années, probablement en provenance d'Europe. Madagascar l'a emportée en se détachant du continent africain. À la même époque, arrivait elle aussi d'Afrique une tortue plus petite, lointaine cousine de la tortue géante. Cette petite tortue vit toujours là, au bord du canal du Mozambique, au sud-ouest de Madagascar. C'est moi, la radiata, la tortue rayonnée. Mon nom me vient des magnifiques dessins qui ornent ma carapace. Ce sont mes empreintes digitales. Aucune de nos carapaces n'est semblable à une autre. C'est la fin du mois de septembre, la fin de l'hiver puisque je vis dans l'hémisphère sud. À la différence d'autres tortues, moi, la tortue rayonnée, je n'hiberne pas. Je reste éveillée tout au long de l'année. Mais, sauf les feuilles de ficus, il n'y a pas grand-chose de frais à manger en ce moment. Pourtant, ce n'est pas l'hiver qui me cause le plus de problèmes. Mon principal problème, c'est l'homme. Il se multiplie sur mon territoire. Pour se procurer des terres à cultiver, il détruit la forêt où je vis. Mon espace vital se réduit de plus en plus. Et la destruction de la forêt aggrave le réchauffement climatique. Ma beauté et mon bon caractère aussi m'attirent des ennuis. Malgré les lois qui me protègent, les braconniers locaux me ramassent par centaines dans la forêt et me vendent au marché comme animal de compagnie. Il arrive aussi que je finisse au rayon boucherie. Le village des tortues d'Ifati a été créé pour recueillir celles d'entre nous qui ont été confisquées aux braconniers et aux trafiquants. Jean Cala, le directeur du village, veille sur les bébés. Les douanes des aéroports et la police en saisissent chaque année des centaines dans des caisses expédiées par des trafiquants ou même dans les bagages des voyageurs.
Dans cette nurserie, les jeunes rescapés sont protégés du serpent par le grillage. Mais une tortue rayonnée ne reste pas toujours petite. Elle pèse 13 kg, 750, 43 cm. Et l'âge environ de 50 ans. Il est radiata, elles vivent entre 150 et 200 ans. Et les petits aussi, elles pèsent 70 grammes, inférieur à 80 mm. Donc Il faudra 20 ans pour que ce minuscule bébé pèse lui aussi 50 kilos. Je ne vais pas passer ma vie au village des tortues. Un jour, je serai relâchée dans le parc national de Tsimanam-Petsotsa, au sud de Madagascar. Un lieu à la nature intacte. Dans ce parc, il y a tout ce dont j'ai besoin. Le baobab, par exemple. Celui-là est âgé de 3000 ans. Il pousse dans le maquis épineux qui est mon environnement naturel. À la fin de l'hiver, je me gave des fruits du baobab. Le petit iguane à 3 yeux me regarde m'empiffrer. La pulpe du baobab est un régal. Spongieuse, sucrée et acide à la fois. Un vrai bonbon. À l'étage au-dessus, les microcèbes viennent de sortir en pleine forme de leur hibernation. Ils n'ont pas gaspillé de calories. Comme ils se nourrissent de fruits, ils ont attendu que la végétation redémarre pour sortir de leur trou. À la fin de l'hiver, le caméléon est maigrichon. Ma petite voisine, la tortue araignée, hiberne encore. Il ne fait encore que 35 degrés. Pas assez chaud pour qu'elle se réveille. La forêt de plantes épineuses qui m'entoure est aussi endémique qu'on peut l'être à Madagascar. La plus typique est l'arbre pieuvre. Ma plante épineuse préférée n'est pas endémique du tout, c'est le figuier de Barbarie. Il a été importé du Maghreb par les colons il y a 300 ans et il a proliféré. Je l'ai apprécié tout de suite. Il y a à boire et à manger dans une feuille de figuier de Barbarie.
celle que l'on chipe à sa voisine. C'est la fin de la journée. Mes voisins, les lémurs kata, font un dernier repas de fruits avant d'aller dormir. Un couple s'occupe de la toilette du soir de son bébé. La tombée de la nuit, c'est l'heure du sentiment chez nous, les tortues rayonnées. La reproduction de l'espèce assurée, nous nous rassemblons par classe d'âge autour d'un arbre pour dormir. En haut d'un arbre, 2 perroquets s'aiment d'amour tendre. Au pied de la falaise, une retardataire regagne son dortoir. Les lémurs kata aussi se préparent à rejoindre leur chambre à coucher. C'est une grotte, creusée à mi-hauteur de la falaise. Pour l'atteindre, il faut être un vrai virtuose de l'escalade. Les mâles et les femelles sans bébé ouvrent la voie. Après les mâles, c'est au tour des mères de s'approcher avec les bébés nés à la fin de l'hiver, il y a moins de 3 semaines. À 18h30, tout le monde s'endort dans le petit monde des lémuriens, des tortues et des baobabs.
La nuit, notre territoire appartient à la Galidie, la cousine malgache de la mangouste africaine. Septembre. Quand l'hiver s'achève dans l'hémisphère sud, l'automne s'annonce dans l'hémisphère nord. Dans le sud de la France, sous l'effet des changements du climat, les mares et les rivières s'assèchent un peu plus chaque année. La cistude d'Europe est en péril. Cette tortue d'eau douce est carnivore. Elle mange des petits vertébrés aquatiques. Elle a besoin de mares, de bras morts de rivière, de trous d'eau pour se nourrir et se reproduire. Mais en fin d'été, presque tout est à sec. Il était temps. Début septembre, les premières pluies la sauvent de la déshydratation. Moi, la tortue d'Hermann, j'ai besoin d'une grosse pluie, suivie d'un grand soleil pour faire éclore mes œufs. Depuis la ponte, le soleil a durci la couche de terre qui la recouvrait. Sans pluie pour ameublir le sol, en septembre, les bébés ne parviendraient pas à percer la croûte de terre. Une fois sortis de l'œuf, ils seraient restés enfouis dans le sol jusqu'aux pluies du printemps. Au Muséum d'histoire naturelle, France de la Parent de Brouin admire notre capacité à survivre. Dans les tortues, il y en a qui sont taillées pour la survie et d'autres non. Les tortues peuvent résister à des changements climatiques si on leur en laisse le temps. Donc il ne faudrait pas que le changement climatique soit excessivement brutal. Mais tel qu'il est actuellement, il n'y a pas de problème. Elles peuvent très bien s'adapter, ou du moins une partie d'entre elles. Parce que je crois que les tortues disparaîtront plus à cause de la pollution qu'à cause du réchauffement climatique. Ou à cause du ramassage, ou à cause de leur écrasement sur les routes, ou à cause des feux de forêt provoqués par l'homme, etc. Donc les tortues sont vulnérables, très vulnérables, il faut bien le dire. Et l'homme en est le premier responsable. Mais sinon, c'est un groupe qui peut survivre très longtemps. Il y a quelques millions d'années, notre espèce colonisait toute l'Europe. Quand le climat s'est refroidi, nous nous sommes réfugiés dans les péninsules du Sud. Résultat, chaque groupe a évolué séparément. Nous sommes génétiquement différentes. C'est ainsi que nous, les tortues d'Hermann de Macédoine, nous sommes beaucoup plus grosses que nos cousines de Provence. À la frontière de la Macédoine, de l'Albanie et de la Grèce, le lac Prespa est l'un de nos sanctuaires. Au milieu du lac se dresse une île mystérieuse, Golemgrad. Inhabitée par l'homme depuis des siècles, cette étrange forteresse est devenue l'île aux tortues. Nous y sommes plus de 2000. Nous partageons ce domaine de 18 hectares avec une colonie de cormorans et 20 000 couleuvres et vipères. Sous la falaise, la plage. On y rencontre des femelles, des jeunes, des mâles, une population normale, biologiquement équilibrée. C'est là que nous, les femelles, nous avons pondu nos œufs. Et un jour de septembre,
De gracieuses petites têtes émergent des cailloux. La vipère à maudite chasse le lézard, pas la tortue. Le bébé n'a rien à craindre. Pour aller boire, il faut être doué pour l'escalade. Sur la plage, on croise aussi la couleuvre tesselée. Elle pêche les alevins et autres petits poissons. Une seule place à l'ombre pour deux? Insupportable. Sur la plage, il y a à boire, mais pas grand-chose à manger. Et surtout, l'ombre est rare. Il faut aller la chercher 120 mètres plus haut, sur le plateau. Les mâles ont l'esprit d'aventure. Il le faut, car le sentier est abrupt et l'escalade périlleuse. Heureusement, nous, les tortues d'Hermann, nous sommes capables de retomber toutes seules sur nos pattes. Enfin au sommet. Le plateau de Golemgrad est un univers étrange. Des genévriers géants tordent leurs branches dans un inquiétant paysage de contes gothiques. Il y a très peu de femelles ici. Alors, les mâles développent entre eux des comportements homosexuels. Est-ce par erreur que ces deux mâles s'accouplent à un troisième? Sans s'apercevoir que ce troisième est mort. Il n'a pas plu depuis 3 mois. Il n'y a plus rien à manger ni à boire sur le plateau. Quand on a atteint les limites de la survie, la dernière ressource se trouve sous le nid des cormorans. Nous, les herbivores, nous sommes capables de nous faire charognards.
Les restes de poissons tombés des nids nous permettent de ne pas mourir de faim. Ce n'est pas à Golemgrad que nous retrouverons notre Éden, perdu depuis la préhistoire. Notre ultime défense nous vient du fond des âges. Nous allons nous enterrer dans un trou, faire chuter notre métabolisme et attendre, sans dépenser notre énergie, la fin de la sécheresse. Pour beaucoup de civilisations, nous, les tortues, nous sommes symboles de longévité. Pourvu que ça dure.